Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui en ce début de semaine. À la une de l'actualité ce soir. Ouverture en Côte d'Ivoire de la COP15 contre la désertification en Afrique pour tenter d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et répondre à l'urgence climatique. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir, affirme l'hôte du sommet, le chef de l'État ivoirien. L'attente perdure au Burkina Faso. 8 mineurs sont toujours portés disparus après pratiquement un mois, coincés dans une galerie souterraine de la mine de zinc de Perkoa. Le gouvernement est d'avis qu'il existe des motifs d'espoir, mais aucune garantie de les retrouver vivants. Reportage sur place tout à l'heure. Le président russe affirme que son armée combat en Ukraine pour défendre la patrie, alors que son pays marque l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le chef de l'État ukrainien, lui, se dit confiant dans une victoire prochaine contre la Russie, 2 mois et demi après le début de la guerre. La COP15 comprenait la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a débuté à Abidjan aujourd'hui. Objectif, tenter d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et répondre à l'urgence climatique. C'est le chef de l'État ivoirien qui a ouvert le sommet. Pour Alassane Ouattara, les Africains fondent beaucoup d'espoir sur leurs dirigeants, lesquels n'ont pas le droit de les décevoir, dit-il. Davantage avec Didi Diko. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. La désertification et la sécheresse sont source de migration et de conflits intercommunautaires en raison de la compétition autour des ressources naturelles en constante diminution. Dans ces conditions, il est essentiel d'adopter des politiques qui soutiennent la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. À l'heure où l'ONU estime que 40% des terres sont dégradées dans le monde, le président ivoirien Alassane Ouattara a rappelé dans son discours d'ouverture de la COP15 l'impact de la désertification sur les populations. Dans le village de Mbouna au Mali, une communauté de 5000 personnes, tous agriculteurs sans terre, la moitié des habitants ont choisi le chemin de l'exode pour subvenir aux besoins des anciens restés au village. Moussa Mouhamadou Touré montre la terre asséchée de Mbouna. Regardez comment la couleur de notre terre a changé, tantôt rouge, tantôt noir, tantôt des grains, tu vois. Le gaz a brûlé toute la terre, ça c'est quelque chose que les arbres, la terre a changé de couleur. À l'autre bout du continent, en Somalie, Habiba Mao Iman traverse les mêmes difficultés que Moussa. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas plu sur sa ferme dans le sud du pays. Ses animaux sont morts, ses récoltes ont péri et comme elle, des dizaines de milliers de personnes attendent de l'aide à la périphérie de la ville de Barder. Personne ne nous aide. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons même pas de vêtements et pas de bâches en plastique pour nous abriter. Nous avons fui la sécheresse et je suis ici depuis 158 jours, sans nourriture ni abri pour les enfants. Chaque jour, je sors et je frappe aux portes des gens pour mendier, afin que mes enfants puissent manger. Lors d'un déplacement en Éthiopie voisine, Catherine Russell, la directrice de l'UNICEF, a appelé la communauté internationale à accroître l'aide aux populations affectées par les sécheresses.
Je suis ici dans la Corne de l'Afrique où 3 années de faibles pluies ont eu des conséquences terribles sur les enfants. Nous estimons que 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide vitale et à ce stade, 1,7 million d'enfants ont besoin de soins médicaux car ils souffrent de malnutrition aiguë, la forme la plus grave de malnutrition. Nous les traitons et nous essayons d'en soigner autant que nous le pouvons. Le continent africain est fortement touché par la désertification et la déforestation. Pour tenter de ralentir ces problèmes croissants, la COP15 portera une attention particulière à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Coup de projecteur à présent sur un projet d'énergie renouvelable au Cameroun. Il s'agit d'un barrage hydroélectrique dans la localité de Nachigal. Le barrage va accroître de 30% la production d'électricité du pays, et ce, à partir d'une source propre dès sa mise en service prévue en 2024. Notre correspondant Emmanuel Julentap s'est rendu à Nachigal et nous propose ce reportage. Le barrage de Nachigal est le plus gros ouvrage en matière de production en hydroélectricité au Cameroun. Il y est attendu 420 MW de puissance installée. Nous avons un niveau de progression qui est satisfaisant avec un taux de réalisation qui est autour de 60%. L'ouvrage qui comporte 7 machines qui devrait entrer en production au plus tard à la fin de l'année 2024, avec la première machine qui devrait en principe entrer en production en septembre 2023. Les ménages d'au moins 7 régions sur 10 que compte le Cameroun vont être interconnectés à partir du barrage de Nachigal. Certaines projections évoquent même une possibilité d'interconnexion avec l'ensemble du réseau électrique national à la fin des travaux. Nos lignes de transport ont été achevées. Cela nous garantit que dès la disponibilité de la première turbine, l'énergie que nous allons produire sera transférée à Yaoundé pour rejoindre dans le réseau interconnecté sud et dans les ménages. Au niveau du barrage principal en amont, comme vous l'avez vu, sur un barrage qui fait 1450 mètres de long de rive gauche en rive droite, nous sommes rendus maintenant à peu près 1000 mètres. Le canal qui fait 3300 mètres de long, tout ce qui est travaux de terrassement est terminé. Nous sommes actuellement en train de conduire le revêtement du canal en béton bituminé étanche, une expérience unique en Afrique subsaharienne. Et nous pensons pouvoir terminer le canal au mois d'octobre de cette année. Une fois l'installation des groupes et turbines achevés, les essais de mise en service sont prévus dès le mois de juin prochain et les tests de mise en œuvre des ouvrages au début de l'année 2024. Des travaux exécutés par près de 1500 employés locaux en majorité. Nous sommes extrêmement engagés à veiller à ce que les règles appliquées à ces salariés soient des meilleurs standards nationaux, voire internationaux. Et là-dessus, il n'y a rien à redire. D'ailleurs, il n'y a pas eu, à part un mouvement d'humeur il y a 1 an, il n'y a pas eu d'autres mouvements sociaux. L'État du Cameroun, les banques nationales et internationales sont actionnaires au projet. La Banque européenne d'investissement, pionnière dans le financement des énergies renouvelables dans le monde, a injecté 50 millions d'euros pour la construction de l'ouvrage. Ce projet de Nachigal va fournir 6 millions de Camerounais en énergie renouvelable. C'est pour cela que je pense que c'est très important pour nous en tant qu'une banque européenne du climat. Nous sommes contents d'être partenaires avec les autorités camerounaises dans cet important projet. Un appui financier de l'Union européenne qui cadre avec le respect du pacte vert pour une transition climatique. Ça fait évidemment un plaisir de voir comment vous exploitez cette ressource naturelle incroyable qui va vous donner un avantage compétitif dans la sous-région et sur le continent. Le Cameroun dispose du 3e potentiel en hydroélectricité du continent et peut de ce fait promouvoir et accélérer la transition vers l'économie verte. Emmanuel Julentap pour VOA Afrique, Nachigal. Depuis 2020, les départs en pirogue du Sénégal vers les Canaries se sont intensifiés. Cette route migratoire semble à nouveau concentrer la majorité des flux d'Afrique de l'Ouest vers l'Europe.
Pourtant, c'est une route très périlleuse sur laquelle de nombreux candidats à la migration laissent la vie. M'bour, tragédie de l'immigration, c'est le nouveau mini-documentaire que vous propose VOA Afrique ce vendredi 19h30 GMT. Voici un avant-goût. jaa ngi nii fii lañu départ ndeysaan benn guddi rek la fa lay mbir mi xewoon fii ndeysaan fii lañu départ rek ne Sénégal ñu ngay dem. bu ndaw yëpp demee bàyyi fii mag kese ah xam nga dëkk ba sooxe na bu ñu sañoon moom suñu doom yi duñu fi jógee. da ngay nekk ci biir gaal gi. vague bi di dóor gaal gi di la ko sànni ci biir gaal gi nga toog noonu pendant une semaine mu metti trop waaye doo lekk doo naan. Devoir jeter nos frères à la mer sans leurs parents voir leur corps, c'était vraiment dur. Rendez-vous donc ce vendredi dans Le Monde aujourd'hui, à ne pas manquer. Retour à l'actualité en République démocratique du Congo. Au moins 35 personnes ont été tuées dans l'attaque d'une mine d'or artisanale dans le territoire de Djougou en Ituri, 2 jours après la commémoration de l'an 1 de l'état de siège dans cette partie du pays. Les autorités locales attribuent le massacre au groupe armé Codeco. Un bébé de 4 mois et une femme figurent parmi les morts. D'après Jean-Pierre Bikili-Sendé, maire de la commune rurale de Mungwalu, il ajoute que lors de l'attaque, les miliciens Codeco ont pillé des boutiques, emporté la production des orpailleurs et incendié des maisons, rendant le lieu inhabitable. Des proches pleurent les villageois tués dans des attaques menées durant le week-end au Nigeria. Des hommes armés ont abattu au moins 48 habitants dans 3 villages de l'état de Zamfara hier. La localité de Damri a été la plus touchée, où les assaillants ont tué 32 personnes, dont 2 policiers. Ces attaques sont les dernières en date imputées à des bandes criminelles qualifiées de bandits qui terrorisent depuis des années le centre et le nord-ouest du pays où l'armée a été déployée. Le chef de l'État, critiqué pour son incapacité à enrayer les violences, a appelé les forces de sécurité à tout faire pour mettre fin immédiatement à ces horribles massacres dans le pays. Les populations de Zamfara et d'ailleurs doivent avoir le droit à la paix, affirme Mohamedou Bouhari. Tout le Burkina continue de retenir son souffle. Cela fait maintenant près d'1 mois que 8 mineurs sont bloqués à des centaines de mètres sous terre après une inondation provoquée par des pluies diluviennes. D'après la compagnie canadienne Trevally Mining, l'espoir de retrouver vivants les mineurs s'amenuise, même si leurs familles veulent toujours y croire. Lamine Traoré, le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, s'est rendu à Perkoa, où se trouve cette mine souterraine. Reportage. Perkoa, la localité qui retient toutes les attentions au Burkina. Cela fait maintenant près d'1 mois que 8 personnes sont piégées dans la mine souterraine de Perkoa. Il faut parcourir quelques kilomètres pour atteindre cette mine souterraine. C'est ici que depuis le 16 avril, 8 travailleurs de cette mine ont disparu suite à des inondations. Depuis, les recherches sont en cours. Des machines fonctionnent et continuent le pompage de l'eau. À ce jour, 2 voies de pompage sont opérationnelles. Mais il faut une 3e pour aller vite. Une première chambre de refuge a été retrouvée. Personne là. Les secours fondent beaucoup d'espoir sur la 2e chambre de refuge. Le 23, quand nous sommes arrivés, la première descente que j'ai eu à faire, le niveau était à 520. L'eau était à 520.
Or, aujourd'hui, nous avons déjà amorcé les strates. Chaque strate compte 30 mètres. Nous avons déjà amorcé la strate qu'ils appellent la strate de 580. Ça veut dire la profondeur de 580. Or, il ressort clairement que la chambre sur laquelle nous portons beaucoup d'espoir se retrouve sur la partie de cette strate. J'ai également demandé, parce que le pompage a mis beaucoup de temps, parce qu'il y avait beaucoup de jonctions, d'intersections. Donc, il faut qu'on atteigne rapidement cette chambre de refuge et puis vérifier. Plus de temps à perdre. C'est une course contre la montre. Les délais qu'on donne pour dire tel jour et tel jour, nous, ce n'est pas ce qui nous convient. Nous aurions souhaité qu'à l'instant même où nous vous parlions, que ceux qui sont dans les forces nous appellent pour dire que les frères ont été libérés. Nous ne sommes pas à des questions de délai, nous sommes à des questions d'exiger une rapidité, d'exiger aller vite. Ici au Haut-Commissariat des Réaux, c'est le QG de la cellule de crise. Les autorités font des points quotidiens aux familles des victimes. On vient le matin et on repart le soir. On a dit que tant que nos parents ne sont pas là, tant que nos frères qui sont bloqués dans la mine ne sont pas là, nous n'allons pas repartir dormir à la maison. Et ce n'est plus trop loin donc de la chambre de refuge. Ils entament donc le niveau 580. Alors que c'est au niveau 580 également que se trouve la chambre de refuge. Voilà, donc il y a de l'espoir, on a de l'espoir. Le pays reste suspendu. Les recherches se poursuivent. Beaucoup refusent de croire au pire. L'espoir, rien que l'espoir. Il n'y a que ça qui anime les populations. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Perkoa et Réaux. Dans le cahier international, le président russe Vladimir Poutine proclame que son armée combat en Ukraine pour défendre ce qu'il appelle la patrie. C'était lors du défilé aujourd'hui sur la place Rouge pour marquer l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Quant à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, il s'est dit confiant dans une victoire prochaine de son pays contre les troupes russes. Pour sa part, Jill Biden, la première dame des États-Unis, s'est rendue en Ukraine hier à l'occasion d'une brève visite surprise. Le point avec Jenny Kapumbouvila. La Russie a célébré la victoire remportée sur l'Allemagne nazie en 1945 avec un défilé militaire où le président Vladimir Poutine a félicité ses troupes déployées en Ukraine et critiqué l'Occident. Alors qu'il ouvrait le défilé annuel, le président Vladimir Poutine a déclaré lundi qu'il est nécessaire de tout faire pour que l'horreur d'une guerre mondiale ne se reproduise plus. Il est de notre devoir d'honorer la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme, à nous d'être vigilants et de tout faire pour que l'horreur d'une guerre mondiale ne se reproduise plus. S'adressant aux forces russes en Ukraine, Poutine a cherché à joindre le soutien du public à la campagne en liant le conflit actuel à ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a eu une réunion par visioconférence avec Charles Michel en visite à Odessa pour célébrer la journée de l'Europe, l'a remercié pour son courage et sa visite. Je voudrais vous remercier pour votre soutien politique, pour votre présence, pour le fait que vous voyez l'Ukraine dans un avenir proche, égal aux autres membres de la famille européenne. Lors d'une conférence, le président français Emmanuel Macron a refusé de répéter l'accusation du président américain Joe Biden, selon laquelle la Russie commettait un génocide contre les Ukrainiens, avertissant que des escalades verbales n'aideraient pas à mettre fin à la guerre. Mais nous aurons demain une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure, nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Washington multiplie les gestes d'appui à l'Ukraine, y compris la récente visite de plusieurs personnalités officielles. Hier, c'était au tour de la première dame Jill Biden. Elle a effectué une courte visite surprise en Ukraine pour la fête des mères et a rencontré son homologue ukrainienne, Olena Zelenska, dans une école proche de la frontière slovaque. Et voilà donc pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Mbote ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC.
Sangwe Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangwe Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le lingala. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. C'est une révolution qui s'annonce dans le monde agricole, tant ici aux États-Unis qu'ailleurs sur la planète. Il s'agit de tracteurs autonomes, c'est-à-dire sans conducteur. Ils seront plutôt pilotés à distance sur des tablettes. Les agriculteurs petits et grands sont-ils prêts à faire confiance à cette nouvelle technologie ? Élément de réponse avec Julie Tabo de la VOA. Son reportage est relaté par Eric Manirakidza. La technologie dans l'industrie agricole évolue rapidement. Bientôt, les agriculteurs pourront être en mesure de lancer un tracteur sans conducteur tout en le contrôlant à distance via une application. Lorsque ce pays a été fondé, environ 50% étaient agriculteurs. Il s'agit donc de donner des outils aux agriculteurs pour qu'ils soient plus productifs. Le nouveau tracteur autonome type John Deere utilise la vision par ordinateur, l'intelligence artificielle et le GPS. Mais les agriculteurs seront-ils prêts à faire confiance au tracteur autonome ? Je peux vérifier le niveau de carburant, je peux consulter l'application pour voir combien de champs il reste. S'il détecte quelque chose d'anormal dans le champ dont il n'est pas sûr, le tracteur s'arrêterait et m'alerterait. Est-ce le type de tracteur qui m'intéresserait ? Des caméras permettent à l'agriculteur d'avoir un aperçu de l'ensemble du domaine à tout moment. Les graines sont semées avec précision. La technologie See and Spray du tracteur pulvérise les herbicides exactement là où ils sont nécessaires, ce qui permet d'économiser de l'argent tout en préservant l'environnement, affirme la société. Mais le plus grand avantage potentiel selon certains agriculteurs sera le gain de temps. La grande différence entre ce que j'utilise avec mon tracteur piloté par GPS et un tracteur entièrement autonome, c'est surtout le facteur temps. Je peux exploiter plus de terre et être plus efficace grâce à toutes ces améliorations technologiques. Les agriculteurs sont assez traditionnels, mais j'ai le sentiment qu'une fois qu'ils l'auront essayé, ils l'accepteront sans crainte. Les tracteurs autonomes John Deere seront disponibles pour les agriculteurs dans le courant de l'année. Voiture bloquée sur la chaîne de montage, retard dans la livraison de la vaisselle, de réfrigérateurs et de consoles de jeux. Les consommateurs et les entreprises ressentent les effets de la pénurie de semi-conducteurs. La guerre en Ukraine pourrait aggraver la situation. Davantage avec Michel Quinn dans ce reportage relaté par Jenny Kapumbuvila. Ces appareils sont des traceurs GPS. Ils parcourent le monde attachés à des boîtes de médicaments, de nourriture et d'électronique, envoyant des informations sur la température du colis, son emplacement et indiquant s'il y a eu des dommages. Et ils dépendent des semi-conducteurs qui sont rares. Nous n'en avons pas assez, la demande est tellement forte. L'approvisionnement en puces informatiques, le cerveau de chaque appareil informatique, est serré depuis plus d'1 an alors que le monde sort de la pandémie. Les constructeurs automobiles, les fabricants d'électroménagers, les fabricants de consoles de jeux et bien d'autres se bousculent. Certains retardent la production. D'autres repensent les produits autour des types de puces qu'ils peuvent obtenir. Vous avez un semi-conducteur dans presque chaque chose que vous achetez. Ma machine à laver me dit quand elle est prête. Mon sèche-linge me dit quand il est prêt. Mon four a un capteur. Ces capteurs sont dans tout ce que nous achetons. Des appareils connectés à Internet et donc cela va avoir un impact sur le consommateur normal.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait aggraver le problème mondial de l'approvisionnement en puces électroniques, selon les experts. L'Ukraine et la Russie produisent tous deux des matériaux clés utilisés dans le traitement des semi-conducteurs. Certaines entreprises seront moins dépendantes en fonction de leur stock, leur chaîne d'approvisionnement et la façon dont ils la gèrent. Et certaines entreprises seront plus dépendantes. Au fur et à mesure que la guerre se poursuivra, cela deviendra un problème de plus en plus important. Roambi, comme beaucoup d'entreprises, parcourt le monde à la recherche de puces et les stocks. Cela rompt avec des années de fabrication juste à temps, la pratique de fabrication courante consistant à acheter des produits composants juste avant l'assemblage du produit, ce qui maintient les coûts bas. Il y a deux choix, n'est-ce pas? Soit vous vous asseyez et ne faites rien et vous espérez que les choses vont simplement s'améliorer, soit vous prenez essentiellement le taureau par les cornes et vous dites que pouvons-nous ramener sous notre contrôle. Mais amasser des puces peut prolonger la crise. Cela va continuer à mon avis et pendant les 12 à 18 prochains mois parce que les entreprises comme nous et bien d'autres vont se développer et amortir l'inventaire plus que nécessaire. Pour les consommateurs, les coûts augmentent en partie à cause de la pénurie de ces pièces. Je ne serais donc pas surpris que les mêmes appareils électroniques que nous achetions il y a 2 ans soient maintenant 10% plus chers dans certains cas. Les pénuries ont conduit les gouvernements américains et européens à envisager de ramener la fabrication de puces chez eux, mais cela va prendre du temps. Kunle Adewale fait sourire les Nigérians du 3e âge dans des maisons de retraite de Lagos. Il leur permet de s'évader à travers la réalité virtuelle. L'entrepreneur est le fondateur de Tender Arts Nigeria qui met en exergue les bienfaits thérapeutiques de la réalité virtuelle pour les personnes âgées, comme nous allons le voir avec Dili Diko. À 77 ans, Anatola Onajobi vit dans une maison de retraite à Lagos. Aujourd'hui, il est d'excellente humeur car il peut danser au son de ses artistes préférés en portant ce casque de réalité virtuelle. Passionné de musique, il dit avoir été DJ dans sa jeunesse. On dirait que je regardais Ray Charles sur scène. Ça m'a donné des sensations que je ne pourrai jamais oublier. A feeling I can never forget. Onajobi n'est pas le seul à profiter de cette joyeuse expérience. Mouradeyo Ajibade, un autre résident de la maison de retraite, est également de la partie. Il se dit à la fois rempli de joie et de nostalgie. Je n'ai jamais vu de casque de réalité virtuelle. C'est la première fois que j'en utilise. Je me suis levé et j'ai commencé à danser quand la musique est entrée dans mon cerveau. Ça m'a immédiatement stimulé. Cette idée originale qui permet aux personnes du 3e âge de se déhancher en ayant l'impression d'avoir les musiciens devant soi est celle de Kunle Adewale. Cet artiste met en place des projets d'art thérapeutiques dans le cadre de son entreprise sociale Tender Arts Nigeria, créée en 2013 et œuvrant en Inde et dans d'autres pays africains. La réalité virtuelle est plus en jeu pour les jeunes, mais elle a tellement de potentiel qu'elle peut être utilisée pour améliorer le bien-être et la santé mentale. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce projet. Après la mort de ses parents, Adewale s'est donné pour mission d'aider les personnes âgées à vivre le reste de leur vie dans la joie et dans la bonne humeur. En tout cas, on est bien à la page à Lagos. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Un petit clin d'œil à mes amis et collègues à la régie, dont Gabi Dorsil, rédacteur en chef du Monde Aujourd'hui Télé, et notre productrice Blanche Sanouf. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À demain. Merci.